Les 21 lois irréfutables du leadership. Suivez-les et les autres vous suivront. Par John C. Maxwell, lu par Jérôme Carrette. Ce livre est dédicacé à Charlie Wetzel, mon partenaire d'écriture depuis 1994. Ensemble, nous avons écrit plus de 40 livres et j'ai apprécié notre collaboration pour chacun d'eux. Pendant que j'œuvrais à ajouter de la valeur aux autres en identifiant et en enseignant les principes du leadership, Charlie, tu as donné de la valeur à mon travail et mes efforts. Tes idées et ta compétence en tant que linguiste ont été appréciées par des millions de lecteurs. En conséquence, tu as eu un grand impact sur plus de personnes que personne d'autre dans mon cercle rapproché. Pour cela, je te dis merci. Préface. Par Stephen R. Covey. Quand John Maxwell m'a demandé d'écrire la préface de cette édition, 10e anniversaire de Les 21 lois irréfutables du leadership, j'ai été honoré, puis intrigué. Au cours des 2 dernières décennies, John et moi avons voyagé sur des voies parallèles en tant que conférenciers et écrivains. Nous avons été tous les deux nommés experts en leadership au travers de ces années. Nous connaissons et respectons le travail de l'autre. Malgré toutes les similitudes de nos messages respectifs, nous n'avons que rarement partagé le même public. Alors, cette occasion qui m'est offerte de vous recommander ce livre me permet de présenter John et son enseignement aux gens qui me suivent, mais qui n'ont pas encore eu l'opportunité de le lire. Et quel meilleur livre recommandé que cette nouvelle version améliorée de Les 21 lois irréfutables du leadership. C'est en quelque sorte le manifeste de son enseignement et de sa vie. Étudiez ce livre et vous apprendrez à connaître John Maxwell, tant l'homme que sa philosophie du leadership. Quand Les 21 lois irréfutables du leadership a été publié pour la première fois en 1998, j'ai tout de suite vu à quel point ces lois étaient à la fois pratiques et applicables. Elles le sont encore aujourd'hui. Depuis plus de 30 ans, John Maxwell a acquis une solide réputation de communicateur. Et comme il le dit lui-même, les communicateurs ont cette capacité de rendre simple ce qui est compliqué. Ce livre est beaucoup plus un manuel d'instruction de base du leadership qu'une thèse ésotérique. À chaque chapitre, vous apprendrez à connaître des individus qui ont, ou d'autres qui n'ont pas, obéi à la loi dont il est question. La loi en elle-même est définie clairement et simplement. Et le plus important, John vous donnera les étapes spécifiques pour l'appliquer au travail dans votre communauté, au sein de votre famille ou dans votre église. En me parlant de cette nouvelle édition, John m'a fait part de son enthousiasme d'avoir l'opportunité d'inclure certaines leçons qu'il a apprises depuis la première publication de Les 21 lois irréfutables du leadership. Je sais de quoi il parle. Le leadership n'est pas statique, pas plus que ne devraient l'être les livres sur le sujet. Je crois que cette édition révisée aura encore plus de succès que la précédente. Les lois ont été mises à jour, les illustrations raffinées et les applications améliorées. Les principes fondamentaux du leadership n'ont pas été abandonnés. Ils ont été plutôt mis à jour pour une nouvelle génération de leaders. Aussi bonne était la première édition, celle-ci est encore meilleure. Si les 21 lois irréfutables du leadership est une nouveauté pour vous, laissez-moi vous dire que vous ne regretterez pas l'écoute de ce livre. Cela changera votre manière de vivre et de mener les autres. Au fil de votre écoute, votre désir d'en savoir plus augmentera et vous verrez croître votre capacité à mener les personnes. Si vous avez lu le livre original, vous serez excité par cette nouvelle édition. Vous allez apprendre plusieurs nouvelles leçons et vous remémorer celles qui vous ont si bien servi depuis. En mettant en pratique les nouvelles activités proposées, vous allez affiner vos compétences. Je suis confiant que vous allez apprécier et profiter de l'écoute de ce livre comme je l'ai fait. Vous y trouverez des histoires de leadership extraordinaires et très inspirantes. Stephen R. Covey, auteur de Les 7 habitudes des gens vraiment efficaces, La 8e habitude et Chaque jour meilleur. Remerciements. J'aimerais remercier les milliers de leaders autour du monde qui ont appris et parfois même mis au défi les lois du leadership. Ils m'ont permis d'affiner mes pensées. Je voudrais dire merci à l'équipe de Thomas Nelson, qui m'a donné la chance de réviser et d'améliorer ce livre, et particulièrement Tammy Haim pour son leadership stratégique et à Victor Oliver, qui a été un précieux instrument dans le développement d'un concept original. Je veux également remercier mon assistante, Linda Eggers, et la sienne, Sue Caldwell, pour leur service et leur volonté incroyable à en faire toujours un peu plus chaque jour. Leur cœur et le service merveilleux qu'elles me rendent me permettent d'être un meilleur leader. Enfin,
Je voudrais remercier Charlie Wetzel, mon rédacteur, et sa femme Stéphanie. Ce livre n'aurait jamais vu le jour sans leur aide. Introduction. Chaque livre est une conversation entre l'auteur et le lecteur. Certaines personnes choisissent un livre espérant y trouver un peu d'encouragement. D'autres en dévorent l'information comme si elles assistaient à un colloque intensif. Mais il y a celles encore qui trouvent dans ces pages un mentor qu'elles peuvent rencontrer sur une base journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Ce que j'aime en écrivant des livres, c'est que cela me permet de parler à beaucoup de gens que je ne rencontrerai jamais personnellement. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision en 1977 de devenir auteur. J'avais la passion d'augmenter la valeur des gens, ce qui me donnait l'énergie d'écrire. Cette passion brûle encore en moi aujourd'hui. Peu de choses sont plus enrichissantes pour moi que de rencontrer quelqu'un que je n'ai jamais vu et qui me dit « Merci, vos livres m'ont réellement aidé ». Voilà pourquoi j'écris, et que j'ai l'intention de continuer de le faire. Même si j'éprouve une profonde satisfaction, sachant que les livres aident les gens, il y a aussi une grande frustration du fait d'être auteur. Quand un livre est publié, c'est comme s'il était figé dans le temps. Si nous nous connaissions personnellement et nous rencontrions chaque semaine ou chaque mois pour parler de leadership, chaque fois que nous nous verrions, je vous partagerai quelque chose de nouveau que j'ai appris. Je continue à grandir en tant que personne. Je lis constamment. J'analyse mes erreurs. Je parle à d'excellents leaders pour apprendre d'eux. Chaque fois que nous nous verrions, vous et moi, je vous dirai « Vous ne croirez pas ce que je viens d'apprendre ». En tant que conférencier, j'enseigne souvent les principes dont je parle dans mes livres et je mets constamment à jour mon matériel. J'utilise de nouvelles histoires, j'affine mes idées et j'obtiens de nouveaux aperçus quand je suis devant une assistance. Cependant, quand je revois les livres que j'ai écrits précédemment, je réalise d'abord à quel point j'ai changé depuis que je les ai écrits. Puis, ça me frustre que mes livres ne puissent pas changer en même temps que moi. Voilà pourquoi j'ai été emballé quand mon éditeur, Thomas Nelson, a demandé si je voulais réviser les 21 lois irréfutables du leadership pour une édition spéciale 10e anniversaire. Quand j'ai écrit le livre, c'était ma réponse à la question « Si vous deviez prendre tout ce que vous avez appris sur le leadership au cours des années et le réduire à une courte liste, quelle serait-elle » J'ai mis sur papier les points essentiels du leadership, communiqués de façon aussi simple et claire que possible. Et dès que le livre fut publié et qu'il apparut sur 4 différentes listes de best-sellers, j'ai réalisé qu'il avait le potentiel d'aider beaucoup de gens à devenir de meilleurs leaders. Développement égale changement. Mais maintenant, des années plus tard, il y a des choses qui ne me satisfont pas dans l'édition originale, et je savais que je pouvais améliorer certaines idées. Certaines histoires sont désuètes, et je voulais les remplacer par de nouvelles. J'ai aussi développé du nouveau matériel pour mieux expliquer et illustrer certains des principes. En enseignant les lois pendant près de 10 ans dans des douzaines de pays à travers le monde, j'ai répondu à des milliers de questions sur le sujet. Ce processus a fait progresser ma pensée au-delà de ce qu'elle était quand j'ai d'abord écrit ce livre. Cette édition 10e anniversaire m'a permis d'y apporter ces améliorations. Le plus grand changement que je voulais apporter à l'édition originale se concentre sur 2 des lois. Quoi, vous demandez-vous? Comment pouvez-vous changer l'une de vos lois irréfutables? Premièrement, en les enseignant, j'ai vite découvert que 2 des lois n'étaient que des sous-points d'autres lois. La loi de E.F. Hutton, quand le véritable leader parle, les gens écoutent, était simplement un aspect de la loi de l'influence. L'influence est la véritable mesure du leadership, ni plus ni moins. Quand les gens autour d'une table s'arrêtent et écoutent un leader qui parle, il révèle qu'il a de l'influence. Parce que les idées de la loi de E.F. Hutton faisaient partie de la loi de l'influence, j'ai fusionné ces 2 chapitres. De la même façon, j'ai réalisé que la loi de la reproduction, il faut un leader pour engendrer un autre leader, était présumée dans la loi de la croissance explosive. Pour ajouter à la croissance, mener des disciples, pour la multiplier, mener des leaders. Pour cette raison, je les ai aussi combinés. J'ai aussi commencé à réaliser que j'avais oublié certaines choses dans la première édition des lois du leadership. J'ai découvert la première omission après avoir enseigné les lois à quelques reprises dans différents pays. J'ai découvert que dans plusieurs de ces endroits, le leadership met l'emphase sur le poste, le privilège et le pouvoir. Dans ma conception du leadership, j'ai pris certaines choses pour acquises. Je vois le leadership comme une forme de service et je n'avais jamais identifié une loi pour enseigner ce principe. La deuxième omission
concernait la modélisation du leadership et son impact sur la culture d'une organisation. C'est ainsi que de nouvelles lois ont été ajoutées dans cette édition 10e anniversaire des 21 lois irréfutables du leadership. La loi de l'addition. Les leaders apportent une valeur ajoutée en se mettant au service des autres. La loi de l'image. Les gens reproduisent ce qu'ils voient. Dans ma perspective actuelle, je me demande comment ai-je pu les oublier? Mais c'est le cas. La bonne nouvelle, c'est que ce ne sera pas le cas pour vous. Je suis certain que ces deux lois ajouteront infiniment au livre et à votre capacité de diriger. Servir les autres et leur montrer le chemin sont deux composantes cruciales pour un leadership réussi. J'aimerais pouvoir réviser chacun de mes livres tous les 10 ans pour inclure ce que j'ai oublié. Autres leçons apprises. Il y a 2 autres choses qui m'ont été rappelées quand j'ai enseigné les 21 lois au cours des 10 dernières années. 1. Le leadership demande la capacité de bien faire plus d'une chose. Les personnes qui ont du succès comprennent instinctivement que le focus est important pour l'accomplissement. Mais le leadership est très complexe. Durant une pause lors d'une conférence où j'enseignais les 21 lois, un jeune étudiant du collège vint me voir et me dit « Je sais que vous enseignez les 21 lois du leadership, mais j'aimerais aller droit au but. » Avec intensité, il pointa son index et demanda « Quelle est la seule chose que je dois connaître sur le leadership ?» Essayant d'égaler son intensité, j'ai pointé mon index et répondu « La chose que vous avez besoin de savoir sur le leadership, c'est qu'il y a plus d'une chose que vous avez besoin de connaître sur le leadership. Pour bien diriger, vous devez bien faire 21 choses. 2. Personne ne réussit bien les 21 lois dans leur ensemble. Malgré le fait que nous devions bien réussir 21 choses pour être d'excellents leaders, c'est un fait que personne d'entre nous ne les fait toutes bien. Par exemple, je suis dans la moyenne et sous la moyenne dans 5 des lois, et j'ai écrit le livre. Alors, que doit faire un leader? Ignorer ses lois? Non, développer une équipe de leadership. À la fin de ce livre, il y a une évaluation de leadership. Je vous encourage à la faire pour évaluer votre aptitude dans chaque loi. Quand vous aurez découvert dans quelle loi vous êtes dans la moyenne ou sous la moyenne, commencez à chercher dans les membres de votre équipe ceux qui sont forts là où vous êtes faible. Ils vous compléteront et vice-versa, et toute l'équipe en bénéficiera. Vous pourrez alors développer une équipe de leadership étoile. Rappelez-vous, personne individuellement n'est aussi intelligent que tous. Certaines choses ne changent jamais. Même si j'ai fait certains ajustements aux lois et mis à jour les façons de les enseigner, certaines choses n'ont jamais changé au cours des 10 dernières années. Il est encore vrai que le leadership est le leadership, où que vous alliez ou quoi que vous fassiez. Les temps changent, la technologie progresse, les cultures diffèrent d'un endroit à l'autre, mais les principes du leadership sont constants. Que vous regardiez les citoyens de la Grèce antique, les Hébreux dans l'Ancien Testament, les armées du monde moderne, les leaders de la communauté internationale, les pasteurs dans les églises locales ou les gens d'affaires dans l'économie globale d'aujourd'hui. Les principes du leadership ne changent pas et passent le test du temps. En écoutant les chapitres qui suivent, j'aimerais que vous gardiez à l'esprit 4 points. 1. Les lois s'apprennent. Certaines sont plus faciles à comprendre et à appliquer que d'autres, mais chacune d'elles peut être acquise. 2. Les lois sont indépendantes. Chaque loi complète toutes les autres, mais vous n'avez pas besoin de l'une d'elles pour en comprendre une autre. 3. Les lois portent des conséquences. Appliquez les lois et les gens vous suivront. Violez-les ou ignorez-les et vous ne pourrez pas diriger les gens. 4. Ces lois sont la base du leadership. Quand vous apprenez les principes, vous devez les pratiquer et les appliquer dans votre vie. Si vous venez tout juste de découvrir l'impact du leadership, ou si vous êtes un leader naturel qui a déjà des adeptes, vous pouvez devenir un meilleur leader. En écoutant les lois, vous réaliserez peut-être que vous en pratiquez déjà certaines de façon très efficace. D'autres lois vont peut-être révéler une faiblesse que vous ignoriez. Utilisez cette révision comme une expérience d'apprentissage. Dans cette édition, j'ai inclus des exercices à la fin de chaque chapitre pour vous aider à appliquer chaque loi dans votre vie. Où que vous vous trouviez dans le processus de leadership, sachez ceci. Plus vous apprenez de lois, meilleur leader vous deviendrez. Chaque loi est un outil, prêt à être saisi et utilisé pour vous aider à réaliser vos rêves et ajouter de la valeur aux autres. Si vous ne prenez qu'une seule loi, vous deviendrez un meilleur leader. Apprenez-les toutes et les gens vous suivront avec joie. Ouvrons maintenant ensemble la boîte à outils.
Chapitre 1. La loi du plafonnement. L'aptitude au leadership détermine le degré d'efficacité d'une personne. Je démarre souvent mes conférences sur le leadership par l'explication de la loi du plafonnement, parce que cela aide les gens à comprendre la valeur du leadership. Si vous parvenez à saisir cette loi, vous verrez l'incroyable impact qu'elle a sur chaque aspect de la vie. La voici donc. L'aptitude au leadership est le plafond qui détermine le niveau d'efficacité d'une personne. Plus l'aptitude à être un leader est basse, plus le plafond de son potentiel est bas. Plus le leadership est élevé, plus l'efficacité est grande. À titre d'exemple, si votre leadership mérite un 8, votre efficacité ne sera jamais plus élevée qu'un 7. Si votre leadership n'est qu'un 4, alors votre efficacité ne dépassera pas un 3. Votre aptitude au leadership, pour le meilleur ou le pire, détermine toujours votre efficacité et l'impact potentiel de votre organisation. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre la loi du plafonnement. En 1930, deux jeunes frères, appelés Dick et Maurice, quittent le New Hampshire pour la Californie en quête du rêve américain. Ils venaient de quitter le lycée et ne voyaient pas beaucoup d'opportunités s'ouvrir devant eux dans leur région. Ils ont donc foncé vers Hollywood, où ils ont fini par trouver du travail sur le plateau d'un studio de cinéma. Au bout d'un moment, leur esprit d'entreprise et leur intérêt pour l'industrie du spectacle les incitèrent à ouvrir un cinéma à Glendale, une ville à environ 10 km au nord-est de Hollywood. Mais en dépit de tous leurs efforts, les frères n'arrivèrent pas à rentabiliser leur entreprise. Pendant les 4 ans qu'ils exploitèrent le cinéma, ils n'arrivèrent pas à générer régulièrement assez d'argent pour payer les $100 de loyer mensuel exigés par leurs propriétaires. Une opportunité nouvelle. Comme les frères désiraient fortement réussir, ils continuèrent à chercher de meilleures opportunités. En 1937, ils tombèrent enfin sur quelque chose qui marcha. Ils ouvrirent un petit restaurant drive-in à Pasadena, situé juste à l'est de Glendale. Les habitants du sud de la Californie étaient devenus très tributaires de leurs voitures, et la culture était en train de se transformer pour y faire face, y compris ces entreprises. Les restaurants drive-in étaient un phénomène qui avait surgi au début des années 30, et il devenait très populaire. Au lieu d'être invités à manger dans une salle à manger, les clients arrivaient en voiture dans un parking disposé autour d'un petit restaurant, donnaient leur commande au serveur et recevaient leur repas directement dans leur voiture sur des plateaux. La nourriture était servie sur des assiettes de porcelaine avec des verres et des couverts en acier. C'était une idée opportune dans une société dont le rythme s'accélérait et qui devenait de plus en plus mobile. Le petit restaurant de Dick et Maurice se révéla un grand succès et en 1940, ils décidèrent de transférer leur affaire à San Bernardino, une ville ouvrière en plein développement, à 80 km à l'est de Los Angeles. Ils construisirent un établissement plus important et élargirent leur menu de hot-dog, de frites et de milkshakes à des sandwichs de bœuf et de porc, des hamburgers grillés au barbecue et d'autres produits. Leur entreprise explosa. Les ventes annuelles atteignirent $200 000 et les frères eurent à partager $50 000 de bénéfices par an, une somme qui les situa dans l'élite financière de la ville. En 1948, leur intuition leur dit que les temps étaient en train de changer et ils apportèrent des modifications à leur entreprise de restauration. Ils éliminèrent les serveurs et commencèrent à servir seulement les clients qui venaient jusqu'au restaurant. Ils rationalisèrent également tout. Ils réduisirent leur menu et se concentrèrent uniquement sur les hamburgers. Ils supprimèrent les assiettes, les verres et les couverts métalliques, les remplaçant par des produits papier. Ils réduisirent leurs coûts ainsi que les prix qu'ils faisaient payer aux clients. Ils créèrent aussi ce qu'ils appelèrent le Speedy Service System, le système de service rapide. Leur cuisine finit par ressembler à une chaîne de montage où chaque personne se concentrait sur le service rapide. Leur objectif était de boucler la commande de chaque client en 30 secondes ou moins. Et ils y réussirent. Dès le milieu des années 50, leur bénéfice annuel atteignait $350 000 et à ce stade, Dick et Maurice se partageaient les bénéfices nets d'environ $100 000 par an. Qui étaient ces frères? À cette époque, vous l'auriez appris en allant en voiture à leur petit restaurant au coin de 14th et de East Streets à San Bernardino. Sur le fronton du petit bâtiment octogonal était suspendue une ancienne au néon qui disait simplement McDonald's Hamburger. Dick et Maurice McDonald avaient touché le gros lot américain, et la suite, comme on dit, est entrée dans l'histoire, n'est-ce pas? Faux. Les McDonald ne sont jamais allés plus loin parce que leur faible leadership a plafonné leur capacité de réussite.
L'histoire derrière l'histoire. C'est vrai que les frères McDonald étaient à l'abri financièrement. Leur entreprise de restauration était l'une des plus profitables du pays, et ils avaient l'impression d'avoir beaucoup de mal à dépenser tout l'argent qu'ils gagnaient. Leur génie résidait dans le service à la clientèle et l'organisation des cuisines. Ce talent conduisait à la création d'un nouveau système de services alimentaires et de boissons. En fait, leur talent était si universellement connu dans le milieu des services alimentaires que les gens, partout dans le pays, commencèrent à leur écrire et leur rendre visite pour en apprendre davantage sur leur méthode. On en arriva à un stade où ils recevaient jusqu'à 300 appels et lettres par mois. Ceci les conduisit à l'idée de commercialiser le concept McDonald's. L'idée de restaurant franchisé n'était pas nouvelle, elle circulait depuis plusieurs décennies. Pour les frères McDonald, cela semblait un moyen de gagner de l'argent sans avoir eux-mêmes à ouvrir un autre restaurant. En 1952, ils s'y attaquèrent, mais leur effort aboutit à un sombre échec. La raison en était simple. Il leur manquait le leadership nécessaire pour rendre le projet efficace. Dick et Maurice étaient bons patrons de restaurants. Ils comprenaient comment diriger une affaire, rendre leurs systèmes efficaces, réduire les coûts, augmenter les bénéfices. C'étaient des directeurs efficaces. Mais ce n'étaient pas des leaders. Leur mode de pensée plafonna ce qu'ils pouvaient faire et devenir. Au sommet de leur réussite, Dick et Maurice se heurtèrent de plein fouet à la loi du plafonnement. Les frères s'associent à un leader. En 1954, les frères s'attachèrent à un homme appelé Ray Kroc, qui était un leader. Kroc avait dirigé une petite entreprise qu'il avait créée et qui vendait des machines pour milkshake. Il connaissait les McDonald's. Leur restaurant était un de ses meilleurs clients. Et dès qu'il rendit visite à leur local, il eut la vision du potentiel qu'il pouvait en tirer. Dans sa tête, il voyait le restaurant s'étendant nationalement dans des centaines de marchés. Il conclut bientôt un accord avec Dick et Maurice, et en 1955, il constitua McDonald's System Incorporated, devenu par la suite McDonald's Corporation. Kroc acheta aussitôt les droits d'une franchise afin de pouvoir l'utiliser comme modèle et prototype pour vendre d'autres franchises. Puis, il se mit à réunir une équipe et bâtir une organisation pour faire de McDonald's une entité à l'échelle nationale. Il recruta et engagea les gens les plus malins qu'il pouvait trouver, et à mesure que son équipe grandissait en taille et en capacité, ses employés formèrent d'autres recrues ayant des talents de leadership. Au cours des premières années, Kroc fit beaucoup de sacrifices. Bien qu'ayant la cinquantaine bien sonnée, il travaillait de longues heures comme lorsqu'il était entré dans les affaires 30 années plus tôt. Il élimina beaucoup du superflu chez lui, y compris l'adhésion à son country club, qui, dit-il par la suite, ajouta 10 coups à son jeu au golf. Pendant ses 8 premières années chez McDonald's, il ne perçut aucun salaire. Non seulement cela, mais il emprunta de l'argent à la banque en contrepartie de son assurance vie pour couvrir les salaires de quelques leaders clés qu'il voulait dans son équipe. Son sacrifice et son leadership payèrent. En 1961, moyennant la somme de 2,7 millions de dollars, Kroc acheta aux frères les droits exclusifs sur McDonald's et commença à transformer McDonald's en une institution américaine et une entreprise mondiale. Le plafond dans la vie et le leadership de Ray Kroc était de toute évidence plus élevé que celui de ses prédécesseurs. Pendant les années où Dick et Maurice avaient tenté de franchiser leur système de services alimentaires, ils parvinrent à vendre le concept à seulement 15 acheteurs, dont 10 seulement ouvrirent en fait des restaurants. Et même pour cette petite initiative, leur leadership et leur vision limitée furent un obstacle. Par exemple, quand leur premier franchisé, Neil Fox, de Phoenix, leur dit qu'il voulait appeler son restaurant McDonald's, la réponse de Dick fut « Pourquoi faire ? McDonald's ne veut rien dire à Phoenix ». Par contre, le plafond du leadership dans la vie de Ray Kroc était extrêmement élevé. Entre 1955 et 1959, Kroc réussit à ouvrir 100 restaurants. 4 ans plus tard, il y en avait 500. Aujourd'hui, la compagnie a ouvert plus de 31 000 restaurants dans pas moins de 119 pays. La capacité de leadership, ou plus spécifiquement, le manque de capacité de leadership, a plafonné l'efficacité des frères McDonald. La réussite sans leadership. Plus vous voulez grimper haut, plus vous avez besoin de leadership. Plus l'impact que vous voulez créer est grand, plus votre influence doit être grande. Je crois que la réussite est à la portée de pratiquement tout le monde. Mais je crois aussi que la réussite personnelle, sans aptitude au leadership, n'aboutit qu'à une efficacité limitée.
L'impact d'une personne n'est qu'une fraction de ce qu'elle serait avec un bon leadership. Plus vous voulez grimper haut, plus vous avez besoin de leadership. Plus l'impact que vous voulez créer est grand, plus votre influence doit être grande. Quoi que vous cherchiez à accomplir, ce sera limité par votre aptitude à être un meneur d'hommes. Laissez-moi vous dresser un tableau de ce que je veux dire. Disons qu'en ce qui concerne la réussite, vous avez un 8, sur une échelle de 1 à 10. C'est plutôt bien. Je crois qu'on peut raisonnablement dire que les frères McDonald étaient à ce niveau. Mais disons aussi que le leadership est le dernier de vos soucis. Vous ne vous en souciez pas et vous ne faites aucun effort pour vous développer en tant que leader. C'est pourquoi vous avez le niveau bas d'efficacité. Pour augmenter votre efficacité, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez travailler avec acharnement pour augmenter votre attachement au succès et à l'excellence en visant un 10. Il est possible que vous puissiez atteindre ce niveau, bien que la loi des marges décroissantes dise que l'effort nécessaire pour arriver à ces 2 derniers points puisse exiger plus d'énergie qu'il n'en a fallu pour atteindre les 8 premiers. Si vous vous tuiez véritablement au travail, vous pourriez augmenter votre réussite de 25%. Mais vous avez une autre option. Vous pouvez travailler dur pour augmenter votre niveau de leadership. Votre aptitude au leadership devienne, disons, un 7. Au final, l'efficacité sera en hausse. En augmentant votre aptitude au leadership, sans aucunement augmenter votre attachement à la réussite, vous pourriez augmenter votre efficacité originelle de 600%. Le leadership a un effet multiplicateur. J'en ai constaté l'impact maintes et maintes fois dans toutes sortes d'entreprises et d'organisations à but non lucratif. Et c'est pour cela que j'ai enseigné le leadership pendant plus de 30 ans. Pour changer la direction de l'organisation, changez de leader. L'efficacité personnelle et organisationnelle est proportionnelle à la force du leadership. L'aptitude au leadership est toujours le plafond de l'efficacité personnelle et organisationnelle. Si le leadership est fort, le plafond est haut. Mais s'il ne l'est pas, alors l'organisation est limitée dans ce qu'elle entreprend. Voilà pourquoi, quand elles connaissent des moments difficiles, les organisations vont à la recherche tout naturellement d'un nouveau leadership. Quand le pays connaît des moments difficiles, il élit un nouveau président. Quand une entreprise perd de l'argent, elle engage un nouveau PDG. Quand une église est en difficulté, elle cherche un nouveau pasteur principal. Quand une équipe sportive ne cesse de perdre, elle recherche un nouvel entraîneur. La relation entre le leadership et l'efficacité est peut-être plus évidente dans les sports où les résultats sont immédiats et évidents. Dans les organisations sportives professionnelles, le talent de l'équipe est rarement le problème. Pour ainsi dire, toutes les équipes ont des joueurs de grand talent. Le leadership est le problème. Il débute avec le propriétaire de l'équipe et se poursuit avec les entraîneurs et certains joueurs clés. Lorsque des équipes talentueuses ne remportent pas de victoire, examinez le leadership. Où que vous cherchiez, vous pouvez trouver des gens intelligents, talentueux, qui réussissent, mais qui n'atteignent qu'un certain niveau en raison des limitations de leur leadership. Par exemple, quand Apple démarra vers la fin des années 70, Steve Wozniak était le cerveau derrière l'ordinateur Apple. Son plafond au niveau leadership était bas, mais ce n'était pas le cas de son associé, Steve Jobs. Son plafond était si haut qu'il fit d'Apple une organisation d'envergure mondiale dont la valeur atteignait le milliard. Voilà l'impact de la loi du plafonnement. Dans les années 80, j'ai rencontré Don Stevenson, le président de Global Hospitality Resources Incorporated de San Diego en Californie, une société de conseil et de consultants sur l'hospitalité et l'accueil. Je l'ai interrogé sur son organisation. Aujourd'hui, il agit avant tout comme consultant, mais à cette époque, son entreprise prenait en main la direction d'hôtels et de stations balnéaires qui connaissaient des problèmes financiers. Elle supervisait d'excellents établissements, comme la Costa dans le sud de la Californie. Don dit que chaque fois qu'il arrivait dans une organisation pour la prendre en main, son entreprise commençait toujours par faire 2 choses. D'abord, former tout le personnel pour améliorer le niveau du service auprès des clients. Ensuite, virer le leader. Quand il me dit cela, je fus surpris au début. « Vous les virez toujours ?» lui ai-je demandé. « À chaque fois ?»« C'est ça, à chaque fois, dit-il. »« Vous ne parlez pas d'abord à l'intéressé pour vérifier s'il est un bon leader, dis-je. »« Non, répondit-il. S'il avait été un bon leader, l'entreprise n'aurait pas été dans le pétrin où elle était. » Et je me suis dit, bien sûr, c'est la loi du plafonnement. Pour atteindre le niveau d'efficacité le plus élevé, il faut hausser le plafond, d'une façon ou d'une autre. La bonne nouvelle est que la seule solution n'est pas de se débarrasser du leader.
De même que j'enseigne lors des conférences qu'il y a un plafond, j'enseigne aussi qu'il est possible de le hausser, mais c'est là le sujet d'une autre loi du leadership. Mettre en pratique. La loi du plafonnement dans votre vie. 1. Dressez la liste de vos principaux objectifs. Tentez de mettre l'emphase sur les objectifs activités qui exigeront au moins une année de votre temps. Identifiez au minimum 5 éléments, mais sans excéder 10. Déterminez ensuite lesquels nécessiteront la participation ou la coopération d'autres personnes. Vos aptitudes en leadership auront des incidences importantes sur votre efficacité à mener à terme ces activités. 2. Évaluez vos aptitudes à exercer un leadership. Veuillez compléter le formulaire d'évaluation sur le leadership disponible à l'annexe A du présent document. Les résultats obtenus vous permettront de découvrir vos propres aptitudes de leader. 3. Demandez à d'autres personnes d'évaluer votre niveau de leadership. Discutez avec votre patron, votre conjoint, 2 collègues de travail de votre niveau, ainsi que 3 personnes sous votre autorité afin d'échanger sur vos aptitudes à exercer un leadership. Demandez à chaque personne de vous évaluer sur une échelle de 1, faible, à 10, élevé, dans chacun des domaines suivants. Aptitude relationnelle, planification et réflexion stratégique, vision, résultats. Calculez la moyenne des résultats obtenus et comparez-la à votre propre évaluation. En s'appuyant sur cet examen, est-ce que le niveau de vos compétences en leadership est supérieur ou inférieur à ce que vous aviez anticipé? Si vous notez une différence entre votre évaluation et celle des autres, quelle en est la cause, selon vous? Êtes-vous désireux de poursuivre votre croissance dans le domaine du leadership? Chapitre 2. La loi de l'influence. L'influence est la véritable mesure du leadership. Rien de plus, rien de moins. À quoi ressemblent les leaders? Est-ce qu'ils montrent toujours une image de puissance, très charismatique et qui impressionne? Comment se mesure l'efficacité d'un leader? Est-ce que vous pouvez mettre 2 personnes côte à côte et dire instantanément laquelle des 2 est le meilleur leader? Ce sont des questions que les gens se posent depuis des centaines d'années. Une des leaders les plus efficaces de la fin du XXe siècle n'avait rien d'impressionnant à première vue. Quand la plupart des gens pensent à elle, ils imaginent une petite femme frêle qui s'est consacrée à servir les plus pauvres parmi les pauvres. C'était bien cela, mais elle était également un véritable leader. Je dis cela parce qu'elle avait énormément d'influence sur les autres. Si vous n'avez pas d'influence, vous ne serez jamais capable de mener les autres. Petite stature, grand impact. Luanda Varday, qui a travaillé avec elle sur le livre The Simple Path, a décrit la religieuse comme l'entrepreneur énergétique type qui a perçu un besoin et a agi en conséquence, bâti une organisation alors que tout était contre elle, formulé sa constitution et créé des filiales partout dans le monde. L'organisation que Mère Teresa a fondée s'appelle les Missionnaires de la Charité. Alors que d'autres ordres religieux de l'Église catholique ont décliné, le sien a grandi rapidement, atteignant plus de 4000 membres de son vivant, sans compter les nombreux volontaires. Sous sa direction, ses disciples ont servi dans 25 pays sur les 5 continents. Rien qu'à Calcutta, elle a mis en place un foyer pour enfants, un centre pour lépreux, un foyer pour les mourants et les indigents et un foyer pour tuberculeux ou malades mentaux. Ce genre de structure organisationnelle ne peut qu'être l'œuvre d'un vrai leader. L'impact de Mère Teresa s'étendait bien au-delà de son entourage immédiat. Les gens de tous horizons et de toutes les nations autour du monde la respectaient et quand elle parlait, les gens écoutaient. Peggy Noonan, auteure et ancienne rédactrice des discours présidentiels, a écrit un article sur le discours prononcé par Mère Teresa au National Prayer Breakfast en 1994. Il illustrait son degré d'influence sur les autres. Noonan a dit « L'establishment de Washington était là, ainsi que quelques milliers de chrétiens nés de nouveau, de catholiques orthodoxes et de juifs. » Mère Teresa parla de Dieu, d'amour et de famille. Elle dit que nous devons nous aimer les uns les autres et nous soucier les uns des autres. Il y eut d'importants murmures d'approbation. Mais à mesure que le discours continuait, il devint plus directif. Elle parla des parents malheureux dans les maisons de retraite qui souffrent parce qu'on les a oubliés. Elle demanda « Sommes-nous prêts à donner jusqu'à ce que cela nous fasse mal afin d'être avec nos familles ?»
ou donnons-nous la première place à nos propres intérêts? Les baby-boomers commencèrent à se tortiller sur leur siège. Et elle poursuivit, « Je sens que le plus grand destructeur de la paix aujourd'hui est l'avortement, dit-elle, et elle leur dit pourquoi en termes intransigeants. Pendant environ 1,3 secondes, il y eut le silence, puis les applaudissements envahirent la salle. Mais tout le monde n'applaudit pas. Le président et la première dame, Bill et Hillary Clinton, le vice-président et Madame Gore restèrent de marbre, sans bouger un muscle comme au musée de Madame Tussaud à Londres, équivalent du musée Grévin à Paris. Mère Teresa ne s'est pas arrêtée là non plus. Quand elle eut terminé, il n'y avait pour ainsi dire personne qu'elle n'avait pas offensé. Si n'importe quelle autre personne avait fait ces déclarations, les réactions des gens auraient été ouvertement hostiles. Ils l'auraient huée, conspuée, ou seraient partis en fulminant. Mais l'orateur était Mère Teresa. Elle était probablement la personne la plus respectée de la planète à cette époque-là. Tout le monde écoutait donc ce qu'elle avait à dire, même si beaucoup d'entre eux étaient violemment en désaccord avec ce qu'elle disait. En fait, chaque fois que Mère Teresa parlait, les gens écoutaient. Pourquoi? Parce qu'elle était un véritable leader. Et quand le véritable leader parle, les gens écoutent. Le leadership, c'est l'influence. Rien de plus, rien de moins. Le leadership n'est pas. Les gens se font souvent de fausses opinions sur le leadership. Quand ils apprennent que quelqu'un a un titre impressionnant ou qu'une position de leadership lui a été attribuée, ils en déduisent que c'est un leader. Parfois, c'est vrai. Mais les titres n'ont pas beaucoup de valeur quand il s'agit de mener. Le véritable leadership ne peut être ni décerné, ni désigné, ni attribué. Il n'émane que de l'influence, et celle-ci ne peut pas être mandatée. Elle doit être gagnée. La seule chose qu'un titre peut offrir, c'est un peu de temps, soit pour accroître votre niveau d'influence, soit pour le miner. 5 mythes concernant le leadership. Il y a beaucoup de fausses opinions et de mythes que les gens endossent au sujet des leaders et du leadership. Voici les 5 les plus usuels. 1. Le mythe du management. Une erreur très répandue consiste à croire que mener et diriger sont une seule et même chose. Il y a encore quelques années, des livres prétendant traiter du leadership étaient souvent en fait sur le management. La principale différence entre les deux est que le leadership consiste à influencer les gens pour qu'ils suivent, alors que le management se concentre sur le maintien des systèmes et des processus. Comme l'ancien PDG de Chrysler, Lee Iacocca, observa avec ironie, parfois, même le meilleur des managers est comme le petit garçon avec le gros chien, qui attend de voir où le chien veut aller afin qu'il puisse l'y conduire. Le meilleur moyen de tester si une personne peut être un leader plutôt qu'un simple manager est de lui demander de créer un changement réel. Les managers sont capables de poursuivre une direction, mais pas de la changer. Pour conduire les gens dans une nouvelle direction, il faut avoir de l'influence. 2. Le mythe de l'entrepreneur. Souvent, les gens supposent que tous les entrepreneurs sont des leaders. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les entrepreneurs sont compétents pour identifier des opportunités d'affaires. Ils voient les besoins et savent comment y répondre pour produire un bénéfice. Mais ils ne sont pas tous bons dans leur relation avec les gens. Beaucoup sentent le besoin de collaborer avec quelqu'un de plus compétent qu'eux en la matière. S'ils ne savent pas influencer les gens, ils ne peuvent pas être des leaders. 3. Le mythe de la connaissance. Sir Francis Bacon dit « La connaissance, c'est le pouvoir ». La plupart des gens, croyant que le pouvoir est l'essence du leadership, en déduisent naturellement que ceux qui sont en possession de la connaissance et de l'intelligence sont des leaders. Mais ce n'est pas automatiquement vrai. Vous pouvez visiter n'importe quelle université renommée et rencontrer de brillants chercheurs scientifiques et des philosophes dont la capacité de réfléchir est si élevée qu'elle crève le plafond des graphiques, mais dont l'aptitude à être un leader est si faible qu'elle ne figure même pas sur les graphiques. Le QI n'est pas nécessairement assimilable au leadership. 4. Le mythe du pionnier. Une autre idée fausse est de croire que quiconque est en tête d'un cortège est un leader. Mais être le premier n'est pas toujours la même chose qu'être un leader. Par exemple, Sir Edmund Hillary fut le premier homme à atteindre le sommet du mont Everest. Depuis son ascension historique en 1953, beaucoup d'autres l'ont suivi
en réalisant également cet exploit. Mais cela ne fait pas d'Hillary un leader. Il n'était même pas le leader de cette expédition-là, c'était John Hunt. Et Hillary accompagnait un autre leader, Sir Vivian Fuchs, quand il marcha jusqu'au pôle Sud en 1958 comme membre de la Commonwealth Transantarctic Expedition. Pour être un leader, une personne n'a pas seulement besoin d'être en tête, mais d'avoir des gens qui la suivent intentionnellement, lui et ses directives, et agissent conformément à sa vision. 5. Le mythe du poste. Comme il a été dit plus haut, la plus grande méprise concernant le leadership est que les gens croient qu'il est basé sur le poste occupé, ce qui n'est pas le cas. Stanley Hofty affirma « Ce n'est pas le poste qui fait le leader, mais le leader qui fait le poste ». Regardez ce qui s'est passé il y a plusieurs années chez Cordant, l'agence de publicité connue auparavant sous le nom Saatchi & Saatchi. En 1994, des investisseurs institutionnels de Saatchi & Saatchi obligèrent le conseil d'administration à renvoyer Maurice Saatchi, le PDG de l'agence. Quel fut le résultat? Plusieurs cadres supérieurs le suivirent, ainsi que beaucoup des budgets les plus importants de l'agence, y compris British Airways et Mars, le fabricant de friandises. L'influence de Saatchi était si grande que son départ provoqua la chute immédiate des actions de la compagnie de 8 $ et 5/8 à 4 $ l'action. Ce qui s'est passé résultait de la loi de l'influence. Saatchi perdit son titre et son poste, mais il continua à être le leader. Qui est le véritable leader? Il y a plusieurs années, le jeu télévisé To Tell the Truth, qui dit vrai, était très populaire. Voici comment il fonctionnait. Au début de l'émission, 3 candidats prétendaient être la même personne. L'une disait vrai et les 2 autres étaient des comédiens. 3 célébrités étaient mises à l'épreuve pour poser des questions aux candidats et devaient identifier quelle personne disait la vérité à la fin de l'émission. Très souvent, les comédiens ont réussi à tromper les invités et le public. Quand il s'agit d'identifier un vrai leader, la tâche peut être beaucoup plus facile. N'écoutez pas les affirmations de la personne prétendant être le leader. Ne regardez pas son curriculum. Ne vous fiez pas à son titre. Vérifiez seulement son influence. La preuve du leadership se trouve chez les suiveurs. J'ai personnellement appris la loi de l'influence quand j'ai accepté mon premier emploi à la sortie du collège. J'avais toutes les bonnes références. J'avais le bon diplôme. J'avais une bonne idée des tâches qui m'attendaient en raison de la formation que j'avais reçue de mon père. J'avais la position et le titre de leader de l'organisation. Dans le fond, j'avais un très bon CV, mais cela n'a pas fait de moi le vrai leader. Lors de ma première réunion du conseil d'administration, j'ai vite compris qui était le vrai leader, un fermier prénommé Claude. Quand il parlait, les gens l'écoutaient. Quand il faisait une suggestion, les gens le respectaient. Quand il dirigeait, les autres le suivaient. Si je voulais avoir un impact, il faudrait d'abord que j'influence Claude. Lui, à son tour, saurait influencer tous les autres. C'était la loi de l'influence à l'œuvre. Le leadership, c'est... La vraie mesure du leadership est l'influence. Rien de plus, rien de moins. Margaret Thatcher, l'ancien Premier ministre britannique, disait « Être au pouvoir, c'est comme être une lady. Si vous êtes obligé de dire que vous en êtes une, vous ne l'êtes pas. » Si vous observez la dynamique qui se produit entre les personnes dans à peu près tous les aspects de la vie, vous verrez des gens mener et d'autres suivre, et vous remarquerez que la position et le titre ont souvent peu à voir avec qui est vraiment le meneur. Cela étant, pourquoi certaines personnes apparaissent-elles comme leaders, tandis que d'autres ne peuvent pas influencer les autres, peu importe les efforts qu'elles y mettent? Je crois que plusieurs facteurs entrent en jeu. 1. La personnalité. Qui ils sont. Le vrai leadership commence toujours par la personnalité. C'est pourquoi quelqu'un comme Billy Graham est en mesure d'attirer à lui de plus en plus d'adeptes avec les années. Les gens peuvent sentir la profondeur de sa personnalité. 2. Les relations. Qu'ils connaissent. Vous êtes un leader uniquement si vous avez des suiveurs, et cela exige toujours le développement de relations avec les autres. Plus profondes sont vos relations, plus fort sera votre potentiel de leadership. Dans ma carrière, à chaque fois que je suis entré dans une nouvelle position de leadership, j'ai immédiatement commencé à construire des relations. Établissez suffisamment de bonnes relations avec les bonnes personnes et vous deviendrez le vrai leader de l'organisation. 3. La connaissance. Ce qu'ils savent. L'information est vitale pour un leader. Vous avez besoin d'une compréhension des faits, des enjeux et de l'agenda, ainsi qu'une vision pour l'avenir. La connaissance à elle seule ne fera pas de quelqu'un un leader, mais sans connaissance, personne ne peut le devenir.
Chaque fois que j'ai occupé un poste dans une nouvelle organisation, j'ai toujours passé beaucoup de temps à faire mes devoirs avant de prendre le leadership. 4. L'intuition, ce qu'ils ressentent. Le leadership exige plus que de comprendre et de maîtriser les données. Le leadership exige la capacité de transiger avec toutes sortes d'éléments intangibles. En fait, c'est souvent l'une des principales différences entre les gestionnaires et les leaders. Les leaders cherchent à reconnaître et à influencer les intangibles comme l'énergie, le moral, le calendrier et le momentum. 5. L'expérience, où ils ont été. Plus les défis que vous avez relevés dans le passé sont grands, plus les gens seront portés à vous donner une chance aujourd'hui. L'expérience ne garantit pas la crédibilité, mais elle incite les gens à vous donner une chance de prouver que vous êtes capable. 6. Les succès passés, ceux qu'ils ont réussi. Rien n'est plus convaincant qu'un bon bilan. Quand j'ai occupé mon premier poste de leadership, je n'avais pas d'antécédents. Je ne pouvais pas utiliser mes succès passés pour convaincre les gens de croire en moi, mais à mon deuxième emploi, j'avais un bilan positif. À chaque fois où je me suis dépassé, où j'ai pris un risque et réussi, les suiveurs avaient des raisons supplémentaires de faire confiance à mon aptitude au leadership et d'écouter ce que j'avais à dire. 7. La capacité, ce qu'ils peuvent faire. L'essentiel pour les suiveurs est ce qu'un leader est capable de faire. Ils veulent savoir si cette personne peut mener l'équipe à la victoire. En fin de compte, c'est pour cette raison que les gens vous écouteront et vous reconnaîtront comme leader. Dès qu'ils ne croiront plus en vous, ils cesseront d'écouter et de vous suivre. Le leadership sans influence. J'admire et je respecte le leadership de mon excellent ami Billy Bells, le pasteur principal de Willow Creek Community Church de South Barrington dans l'Illinois, la plus grande église d'Amérique du Nord. Bill dit qu'il croit que l'église est l'entreprise exigeant le leadership le plus intensif de la société. Beaucoup d'hommes d'affaires de ma connaissance sont surpris quand ils entendent cette déclaration, mais je crois que Bill a raison. Sur quoi repose sa conviction? Le leadership attaché à un poste ne marche pas dans des organisations de bénévoles. Parce qu'un leader n'a pas de prise ou d'influence, il est inefficace. Dans d'autres organisations, la personne qui occupe un poste a une influence incroyable. Dans les forces armées, les leaders peuvent utiliser leur grade et, si rien n'est fait, coller les gens au trou. Dans le monde des affaires, les patrons ont une influence énorme sous la forme du salaire et autres avantages. Les suiveurs sont plutôt coopératifs quand leur gagne-pain est en jeu. Mais dans les organisations de bénévoles, telles que les églises, la seule chose qui marche est le leadership sous sa forme la plus pure. Les leaders n'ont que leur influence pour les aider. Et comme l'a observé Harry à Overstreet, l'essence même de tout pouvoir d'influencer réside dans l'obtention de la participation de l'autre personne. On ne peut pas obliger les suiveurs dans les organisations de bénévoles à monter à bord. Si le leader n'a aucune influence sur eux, alors ils ne suivront pas. Récemment, lors d'une rencontre où je parlais devant un groupe de présidents et de chefs d'entreprise, un participant m'a demandé mon avis sur la manière de trouver les meilleurs leaders dans son organisation. Je lui ai conseillé de demander aux candidats de diriger une organisation de bénévoles pendant 6 mois. Si ces leaders sont capables de convaincre les autres de les suivre sans aucun incitatif, de recruter d'autres employés comme bénévoles pour servir leur communauté, de donner leur temps à Centraide United Way, et plus encore, alors vous saurez qu'ils peuvent influencer les autres. C'est une démonstration claire d'une véritable aptitude au leadership. De commandant à simple soldat et de simple soldat à commandant suprême. Une de mes histoires favorites qui illustre la loi de l'influence concerne Abraham Lincoln. En 1832, des années avant qu'il ne devienne président, le jeune Lincoln rassembla un groupe d'hommes pour combattre pendant la Black Hawk War. À cette époque, la personne qui rassemblait une compagnie de volontaires pour la milice devenait souvent son leader et portait un grade de commandement. Dans le cas présent, Lincoln avait le grade de capitaine. Mais Lincoln avait un problème. Il ne connaissait rien à la vie militaire. Il n'avait acquis aucune expérience dans ce domaine et ne connaissait rien à la tactique. Il avait du mal à se souvenir des procédures militaires les plus simples. Par exemple, un jour, Lincoln était en train de faire avancer environ 2 douzaines d'hommes à travers un champ quand il eut besoin de les guider pour passer une barrière pour accéder à un autre champ. Mais il n'y arriva pas. Racontant plus tard l'incident, Lincoln dit « Je n'arrivais absolument pas à me rappeler le commandement requis pour mettre ma compagnie en file indienne. Finalement, en nous rapprochant de la barrière, j'ai crié « Cette compagnie peut rompre les rangs pendant 2 minutes et se reformer à nouveau de l'autre côté de la barrière. » Au fil des jours,
Le niveau d'influence de Lincoln sur les autres hommes de la milice se mit en fait à décroître. Alors que les autres officiers faisaient leurs preuves et montaient en grade, Lincoln s'aperçut qu'il allait dans la direction inverse. Il avait débuté avec le titre et la position de capitaine, mais cela ne lui fit guère de bien. Il n'arrivait pas à surmonter la loi de l'influence. Vers la fin de son service militaire, Abraham Lincoln trouva sa place légitime en atteignant le grade de simple soldat. Heureusement pour Lincoln et pour le sort de notre pays, il surmonta son incapacité à influencer les autres. Sa carrière militaire fut suivie par des passages sans éclat dans le corps législatif de l'État de l'Illinois et à la Chambre des représentants des États-Unis. Mais avec le temps et beaucoup d'efforts et d'expérience personnelle, il devint une personne ayant une influence et un impact remarquables. Voici mon proverbe favori sur le leadership. Celui qui croit mener, mais n'a pas de suiveur, ne fait que se promener. Si vous n'arrivez pas à influencer les autres, ils ne vous suivront pas. Et s'ils ne veulent pas vous suivre, vous n'êtes pas un leader. C'est là la loi de l'influence. Quoi que l'on puisse dire, souvenez-vous que le leadership, c'est avoir de l'influence. Rien de plus, rien de moins. Mettre en pratique la loi de l'influence dans votre vie. 1. Parmi les mythes cités dans le présent chapitre, quel est celui auquel vous avez particulièrement cru par le passé? Le mythe du management, de l'entrepreneur, de la connaissance, du pionnier ou bien celui du poste? Pourquoi étiez-vous plus sensible à ce mythe à votre avis? Quel impact a-t-il eu sur votre perception du leadership jusqu'à présent? Quelles sont les actions que vous devriez adopter afin d'élever la qualité de votre leadership? 2. Sur quel facteur de persuasion comptez-vous le plus lorsqu'il s'agit de convaincre les gens de vous suivre? Pour chacun des 7 facteurs ci-dessous, attribuez-vous une note selon une échelle de 1 à 10. 1 signifie que le facteur est insignifiant, alors que 10 indique un facteur sur lequel vous vous appuyez régulièrement. Personnalité. Qui êtes-vous? Réseau de relations. Qui fait partie de votre réseau? Connaissance. Que savez-vous? Intuition. Que ressentez-vous? Expérience. Quel est votre cheminement? Réussites antérieures. Qu'avez-vous accompli? Aptitude. Que pouvez-vous faire? Comment pourriez-vous améliorer ou utiliser d'une manière plus efficace les facteurs dont le résultat était plus faible? 3. Ciblez un organisme sans but lucratif pour lequel vous consacrerez bénévolement de votre temps. Choisissez une cause qui vous tient particulièrement à cœur et en laquelle vous croyez, par exemple un établissement académique, une soupe populaire ou encore un projet communautaire, et offrez-leur gracieusement votre temps et votre énergie. Si vous croyez que vous possédez des aptitudes en leadership, pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour en tenter l'expérience? Vous apprendrez ainsi à diriger par l'influence. Chapitre 3. La loi du processus. Le leadership ne se développe pas en un seul jour, mais jour après jour. Anne Scheiber était âgée de 101 ans quand elle mourut en janvier 1995. Pendant des années, elle avait vécu à Manhattan, dans un studio minuscule délabré, à loyer modéré. La peinture sur les murs était écaillée, et les vieilles bibliothèques qui couvraient les murs étaient couvertes de poussière. Le loyer était de $400 par mois. Anne vivait des allocations du gouvernement et d'une petite retraite mensuelle qu'elle commença à percevoir en 1943 quand elle prit sa retraite de vérificateur du Internal Revenue Service, le service des impôts aux États-Unis. Elle n'y avait pas bien réussi. À dire vrai, l'agence n'avait pas été juste envers elle. En dépit de son diplôme de droit et de son excellent travail, elle ne reçut jamais de promotion. Et quand elle prit sa retraite à 51 ans, elle ne gagnait que $3 150 par an. Elle fut traitée très mesquinement, dit Benjamin Clark, qui la connaissait mieux que personne. Elle a vraiment dû se débrouiller toute seule pour tout. Elle a vraiment eu beaucoup de mal. Anne était un modèle de parcimonie. Elle ne dépensait jamais d'argent pour elle. Elle n'acheta jamais de nouveaux meubles quand les vieux qu'elle possédait furent usés. Elle ne souscrivit même pas d'abonnement à un journal. Une fois par semaine environ, elle allait à la bibliothèque municipale lire le Wall Street Journal. La manne. Imaginez la surprise de Norman Lamb, le président de la Yeshiva University de New York City, quand il découvrit qu'Anne Scheiber, une petite vieille dame dont il n'avait jamais entendu parler et qui n'avait jamais fréquenté Yeshiva, avait légué la presque totalité de sa fortune à l'université. Lorsque j'ai vu le testament,
J'ai eu le souffle coupé. C'était une manne inattendue, dit alors l'âme. Cette femme est devenue une véritable légende du jour au lendemain. La fortune qu'Ann Shaber laissa à Yeshiva University s'élevait à 22 millions de dollars. Comment était-il possible qu'une vieille fille, qui était à la retraite depuis 50 ans, ait pu bâtir une fortune de plusieurs millions? Voici la réponse. Quand elle prit sa retraite du département de l'IRS en 1943, Ann Shaber avait réussi au cours des années à économiser 5 000 $. Elle investit cet argent dans des actions. Dès 1950, elle avait réalisé suffisamment de bénéfices pour acheter 1000 actions de Schering Plough Corporation, alors cotées à 10 000 $. Et elle a gardé ces actions, laissant leur valeur s'accroître. Aujourd'hui, ces actions d'origine ont été divisées suffisamment de fois pour en donner 128 000 d'une valeur de 7,5 millions de dollars. Le secret de la réussite d'Anne fut qu'elle passa la plus grande partie de sa vie à faire fructifier ce qu'elle avait. Que la valeur de ses actions monte ou descende, elle ne les vendait pas en pensant « j'ai fini de bâtir, c'est maintenant le moment d'encaisser ». Elle avait une vision à long terme, à vraiment long terme. Quand elle recevait des dividendes, qui ne cessaient d'augmenter sensiblement, elle les réinvestissait. Elle passa toute sa vie à bâtir. Pendant que d'autres personnes plus âgées s'inquiétaient de ce que leur pécule puisse s'épuiser avant la fin de leur vie, à mesure qu'elles devenaient plus âgées, elles devenaient plus riches. Quand il s'agissait de finances, Anne comprenait et mettait en application la loi du processus. Le leadership, c'est comme un investissement. Il se constitue. Devenir un leader est, à beaucoup d'égards, semblable au fait d'investir avec succès à la bourse. Si vous espérez faire fortune en un jour, vous ne réussirez pas. Il n'y a pas de réussite du jour au lendemain dans le développement du leadership. Ce qui importe le plus est ce que vous faites jour après jour sur une longue période. Mon ami Tag Short maintient « Le secret de notre réussite se trouve dans notre agenda quotidien ». Si vous investissez continuellement dans le développement de votre leadership, en laissant votre capital se constituer, le résultat inéluctable sera la croissance dans le temps. Que voyez-vous quand vous regardez l'agenda journalier d'une personne? Ses priorités, passion, habileté, relations, attitudes, discipline personnelle, vision et influence. Regardez ce que fait une personne chaque jour, jour après jour, et vous connaîtrez cette personne et ce qu'il ou qu'elle devient. Quand j'enseigne le leadership lors de conférences, les gens me demandent inévitablement si les leaders naissent. Je réponds toujours « Oui, bien sûr, je dois encore en rencontrer un qui est venu au monde d'une autre manière. » Cela nous fait tous rire, et puis je réponds à la vraie question. Si le leadership est quelque chose qu'une personne possède ou pas. Bien qu'il soit vrai que certaines personnes naissent avec davantage de dons naturels que d'autres, l'aptitude à être un leader est en réalité un ensemble de talents dont la presque totalité peut s'apprendre ou s'améliorer. Mais ce processus ne s'opère pas du jour au lendemain. Le leadership est compliqué, il a de nombreuses facettes. Le respect, l'expérience, la force émotionnelle, les talents des gens, la discipline, la vision, le momentum, le moment choisi et la liste continue. Comme vous le voyez, de nombreux facteurs entrant en jeu dans le leadership sont intangibles. Voilà pourquoi les leaders ont besoin de temps de préparation pour être efficaces. Voilà pourquoi c'est seulement maintenant, à 51 ans, que je sens que je commence vraiment à comprendre clairement les nombreux aspects du leadership. Les leaders sont des apprentis. Dans une étude sur 90 des meilleurs leaders issus de domaines très variés, les experts en leadership, Warren Bennis et Burt Nanus, ont fait une découverte relative à la relation entre croissance et leadership. C'est la capacité de développer et d'améliorer leurs talents qui distingue les leaders de leurs suiveurs. Les leaders qui réussissent sont des apprentis. Et le processus d'apprentissage est continuel, le résultat de l'autodiscipline et de la persévérance. Chaque jour, l'objectif doit être de devenir un peu meilleur, de capitaliser sur la progression de la veille. Le problème est que la plupart des gens surestiment l'importance des événements et sous-estiment le pouvoir d'un processus. Nous voulons des solutions rapides. Nous voulons les mêmes résultats qu'Ann Shaber a reçus sur plus de 50 ans, mais nous les voulons en 50 minutes. Ne vous méprenez pas. J'apprécie les événements. Ils peuvent être des catalyseurs efficaces. Cependant, si vous voulez des améliorations à long terme, si vous voulez le pouvoir, alors misez sur un processus. Considérez les différences entre les deux. Un événement encourage les décisions, motive les gens, est une question de calendrier, mobilise les gens, est facile. Et un processus encourage le développement, fait mûrir les gens.
est une question de culture, change les gens, est difficile. Si je veux être inspiré pour avancer, alors j'assiste à un événement. Si je veux m'améliorer, alors je m'engage dans un processus et je m'y tiens. Les phases de croissance du leadership. À quoi ressemble le processus de croissance du leadership? Chaque personne est différente. Que vous ayez ou non une grande aptitude naturelle au leadership, votre développement et votre progression se produiront probablement conformément aux 5 phases suivantes. Phase 1. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. La plupart des gens n'arrivent pas à reconnaître la valeur du leadership. Ils croient que le leadership est réservé à une minorité, pour ceux qui sont en haut de l'échelle sociale. Ils n'ont aucune idée de l'opportunité qu'ils laissent passer en n'apprenant pas à être un leader. Ce point m'a été enfoncé dans la tête quand un président d'université m'a confié que seule une poignée d'étudiants s'inscrivaient aux cours sur le leadership offerts par l'école. Pourquoi? Quelques-uns d'entre eux seulement s'estimaient des leaders. S'ils avaient su que le leadership, c'est exercer de l'influence, et qu'au cours d'une journée, la plupart des gens essaient généralement d'influencer au moins 4 ou 5 personnes, cela aurait peut-être déclenché leur désir d'en apprendre davantage sur le sujet. C'est dommage, car tant qu'une personne ne sait pas ce qu'elle ne sait pas, elle ne peut pas grandir. Phase 2. Je sais que je dois savoir. Habituellement, à un moment donné de notre vie, nous sommes mis dans une position de leadership pour regarder alors autour de nous et nous apercevoir que personne ne nous suit. C'est alors que nous réalisons qu'il nous faut apprendre à devenir un leader. Et bien entendu, c'est à ce moment-là que le processus peut commencer. Le Premier ministre britannique, Benjamin Disraeli, fit le sage commentaire suivant. Être conscient que vous ignorez les faits est un grand pas vers la connaissance. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai pris ma première position de leadership en 1969. J'avais été le capitaine d'équipe de sport toute ma vie et j'avais été le président de l'association des étudiants à l'université. Je pensais donc que j'étais un leader. Mais quand j'ai essayé de mener les gens dans le monde réel, j'ai découvert l'affreuse vérité. Être placé dans un poste de responsabilité n'est pas la même chose que d'être un leader. Phase 3. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. J'ai lutté un certain temps dans ce premier poste de leadership. Pour être honnête, je me fie à mon énergie débordante et à mon charisme. Mais il est venu un moment où j'ai réalisé que le leadership allait devenir la pierre angulaire de ma carrière professionnelle. Si je ne devenais pas meilleur en matière de leadership, ma carrière allait inévitablement s'enliser et je n'atteindrais jamais les objectifs que je m'étais fixés. Heureusement, la chance me sourit à ce moment lors d'un déjeuner avec Kurt Kampmer de Success Motivation Incorporated. À ce déjeuner, il m'a posé une question qui allait changer ma vie. « John, a-t-il demandé, quel est ton plan pour ta croissance personnelle ?» J'ai cherché la réponse pour finalement admettre que je n'en avais aucun. Cette nuit-là, mon épouse Margaret et moi avons décidé de faire d'importants sacrifices financiers pour que je puisse acquérir le programme de croissance de Kurt. C'était un pas en avant intentionnel vers la croissance. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je lis des livres, j'écoute des enregistrements et j'assiste à des conférences sur le leadership. Durant cette période où j'ai fait la connaissance de Kurt, j'ai également eu une autre idée. J'ai écrit aux 10 meilleurs leaders dans mon domaine et leur ai offert $100 pour passer une demi-heure de leur temps avec eux et leur poser des questions. C'était une somme assez importante pour moi en 1969. Pendant les années suivantes, ma femme Margaret et moi avons organisé nos vacances à proximité de l'endroit où ces gens vivaient. Si un grand leader à Cleveland répondait oui à ma demande, alors cette année-là, nous passions nos vacances à Cleveland pour me permettre de le rencontrer. Et mon idée paya vraiment. Ces hommes partagèrent des idées avec moi que je n'aurais jamais apprises d'une autre manière. Phase 4. Je grandis et je sais, et ça commence à se voir. Quand vous reconnaissez votre manque de talent et que vous entamez la discipline quotidienne de la croissance personnelle dans le leadership, des choses excitantes commencent à se produire. Il y a plusieurs années, j'enseignais à un groupe de gens à Denver, et dans la foule, j'ai remarqué un jeune homme de 19 ans vraiment intelligent, appelé Brian. Pendant 2 ou 3 jours, je l'ai observé en train de prendre des notes avec empressement. Je lui ai parlé 1 ou 2 fois pendant les pauses. Quand je suis arrivé à la partie du séminaire où j'enseigne la loi du processus, j'ai demandé à Brian de se lever pour me permettre de parler pendant que tout le monde écoutait. Je dis, « Brian, je t'ai observé ici, et je suis très impressionné par ta faim d'apprendre, d'amasser et de te développer. Je veux te dire un secret qui transformera ta vie. » J'avais l'impression que tout le monde dans l'auditorium se penchait en avant. Je crois que, dans environ 20 ans,
tu pourras être un grand leader. Je veux t'encourager à devenir un apprenti du leadership toute ta vie. Lis des livres, écoute régulièrement des cassettes et continue à assister à des séminaires. Et chaque fois que tu rencontres une pépite d'or de vérité ou une citation significative, note-la soigneusement pour l'avenir. Ce ne sera pas facile, dis-je, mais dans 5 ans, tu constateras la progression à mesure que ton influence s'accroîtra. Dans 10 ans, tu développeras une compétence qui rendra ton leadership extrêmement efficace. Et dans 20 ans, quand tu n'auras que 39 ans, si tu as continué à apprendre et à te développer, d'autres auront toutes les chances de venir te demander de leur renseigner sur le leadership. Et certains seront stupéfaits. Ils se regarderont et diront « Comment est-il devenu soudain si avisé ?» Brian, tu peux devenir un grand leader, mais ça ne se passera pas en un jour. Commence à en payer le prix dès maintenant. Ce qui est vrai pour Brian l'est également pour vous. Commencez à développer votre leadership dès aujourd'hui et un jour, vous ressentirez les effets de la loi du processus. Phase 5. J'avance simplement en raison de ce que je sais. Quand vous êtes parvenu à la phase 4, vous pouvez être assez efficace en tant que leader, mais il faut que vous réfléchissiez à chaque pas que vous faites. Mais quand vous arrivez à la phase 5, votre capacité de leader devient presque automatique. Et c'est alors que le résultat final est plus grand que nature. Mais la seule manière d'y arriver est d'obéir à la loi du processus et de payer le prix. Pour être un leader demain, il faut apprendre aujourd'hui. Le leadership ne se développe pas en un seul jour, mais jour après jour. C'est là la réalité dictée par la loi du processus. Benjamin Disraeli soutint « Le secret de la réussite dans la vie est qu'un homme soit prêt quand son temps arrive. Ce qu'une personne fait sur une base disciplinée et consistante l'y prépare, quel que soit son objectif. » Vous pouvez voir l'effet de la loi du processus dans toute carrière. Larry Bird, le légendaire joueur de basket, devint un lanceur hors pair en faisant 500 lancers par jour avant d'aller à l'école pour s'exercer. Démosthène, au temps de la Grèce antique, devint le plus grand des orateurs en récitant des vers avec des galets dans la bouche et en parlant en dominant le rugissement des vagues sur la côte. Et il y arriva, bien qu'étant né avec un défaut d'élocution. La même consécration est exigée de vous pour devenir un grand leader. Pour devenir un excellent leader, vous devez y travailler chaque jour. Se battre pour arriver au sommet. Il y a un vieux dicton qui dit « Les champions ne deviennent pas des champions dans le ring. C'est simplement là qu'ils sont reconnus. » C'est vrai. Si vous voulez voir où quelqu'un se transforme en champion, regardez quelle est sa routine journalière. Joe Frazier, l'ancien champion de boxe catégorie poids lourd, déclara « Vous pouvez faire un plan de combat ou un plan de vie, mais quand c'est le moment de l'action, il ne vous reste que vos réflexes. C'est là que votre entraînement se révèle. Si vous avez triché là-dessus quand il fait encore nuit le matin, vous êtes bel et bien révélé sous les projecteurs. » La boxe est une bonne analogie pour le développement du leadership parce que tout est dans la préparation quotidienne. Même si quelqu'un a un talent naturel, il doit se préparer et s'entraîner pour réussir. Un des plus grands leaders de ce pays fut un passionné de boxe. C'était le président Theodore Roosevelt. D'ailleurs, une de ses citations favorites emploie la boxe comme analogie. Ce n'est pas le critique qui compte, ni celui qui fait remarquer comment l'homme fort a trébuché, ou dans quel domaine le faiseur d'exploits aurait fait mieux. Le crédit revient à l'homme qui est en fait dans l'arène, dont le visage est maculé par la poussière, la sueur et le sang, qui connaît les grands enthousiasmes, les profonds attachements, et se dépense pour une cause noble, qui dans le meilleur des cas finit par connaître la victoire pour un haut fait, et qui, au pire, s'il échoue au moins en faisant preuve d'une grande audace, de telle manière qu'il ne figurera jamais parmi ces âmes froides et timides qui ne connaissent ni victoire ni défaite. Roosevelt, lui-même boxeur, fut l'homme d'action par excellence. Non seulement il fut un leader efficace, mais il fut le plus haut en couleur de tous les présidents des États-Unis. L'historien britannique Hugh Brogan le décrivit comme l'homme le plus capable à occuper la Maison-Blanche depuis Lincoln, le plus vigoureux depuis Jackson, le plus studieux depuis John Quincy Adams. Un homme d'action. TR, c'était le surnom de Roosevelt, est resté dans les mémoires comme un homme d'action ayant son franc-parler et comme un adepte de la vie vigoureuse. Pendant qu'il était à la Maison-Blanche, il était connu pour ses sessions régulières de boxe et de judo, pour des randonnées à cheval audacieuses et de longues marches énergiques. Un ambassadeur de France qui rendit visite à Roosevelt avait l'habitude de raconter comment il l'avait accompagné une fois pour une marche dans les bois. Quand les deux hommes arrivèrent au bord d'une rivière qui était trop profonde pour la traverser à pied,
TR ôta ses vêtements et s'attendit à ce que le dignitaire en fasse autant afin qu'il puisse nager jusqu'à l'autre rive. Aucun obstacle n'était trop grand pour Roosevelt. À différentes périodes de sa vie, Roosevelt fut un cow-boy dans le Far West, un explorateur et chasseur de gros gibier et un officier de cavalerie dresseur de chevaux pendant la guerre hispano-américaine. Son enthousiasme et sa vigueur paraissaient sans bornes. En tant que candidat à la vice-présidence en 1900, il prononça 673 discours et parcourut plus de 30 000 kilomètres en faisant campagne pour le président McKinley. Et des années après sa présidence, alors qu'il se préparait à faire un discours à Milwaukee, Roosevelt reçut une balle dans la poitrine tirée par un prétendu assassin. Malgré une côte cassée et une balle dans la poitrine, Roosevelt insista pour prononcer son discours d'1 heure avant de se laisser conduire à l'hôpital. Roosevelt démarra lentement. De tous les leaders que cette nation ait jamais eus, Roosevelt fut l'un des plus robustes, à la fois physiquement et mentalement. Mais il n'a pas démarré ainsi. Le président cow-boy de l'Amérique était né à Manhattan dans une famille en vue et aisée. Enfant, il était chétif et maladif. Il souffrait d'asthme débilitant, avait une mauvaise vue et était terriblement maigre. Ses parents n'étaient pas sûrs qu'il survive. Quand il eut 12 ans, le père du jeune Roosevelt lui dit « Tu as l'intelligence, mais tu n'as pas le corps, et sans l'aide du corps, l'intelligence ne peut pas aller aussi loin qu'elle devrait. Il faut que tu bâtisses ton corps. » Et le bâtir, c'est ce qu'il fit. Il vécut selon la loi du processus. TR passa alors son temps à bâtir son corps chaque jour en même temps que son intelligence, et cela jusqu'à la fin de sa vie. Il s'entraîna avec des poids, marcha, patina, chassa, fit de l'aviron, monta à cheval et fit de la boxe. Sur le tard, il évalua sa progression, reconnaissant qu'enfant il était nerveux et timide. Pourtant, dit-il, pour avoir lu des livres sur les gens que j'admirais et pour avoir connu mon père, j'eus une grande admiration pour les hommes qui étaient courageux et tenaient bon dans la vie, et j'eus un grand désir d'être comme eux. Quand TR sortit avec son diplôme de Harvard, il était comme eux, et il était prêt à s'attaquer au monde de la politique. Pas de réussite du jour au lendemain. Roosevelt ne devint pas non plus un grand leader du jour au lendemain. Son cheminement vers la présidence fut celui d'une croissance lente et continue. En occupant divers postes, allant de commissaire de police à New York à président des États-Unis, il continua à apprendre et à se développer. Il s'améliora et finit par devenir un leader solide. C'était une preuve supplémentaire qu'il vivait conformément à la loi du processus. La liste des réalisations de Roosevelt est remarquable. Sous son leadership, les États-Unis émergèrent en tant que puissance mondiale. Il aida le pays à développer une marine de premier ordre. Il s'assura que le canal de Panama soit construit. Il négocia la paix entre la Russie et le Japon, gagnant ce faisant un prix Nobel de la paix. Et quand les gens critiquaient le leadership de TR, puisqu'il était devenu président quand McKinley fut assassiné, il fit campagne et fut réélu avec la plus forte majorité obtenue par un président jusqu'alors. Sans cesse homme d'action, Roosevelt termina son mandat de président en 1909 et partit aussitôt en Afrique, où il dirigea une expédition scientifique parrainée par le Smithsonian Institution. Quelques années plus tard, en 1913, il dirigea conjointement un groupe parti explorer la River of Doubt au Brésil, non répertoriée sur une carte. Ce fut une grande aventure d'apprentissage qu'il disait ne pas pouvoir manquer. Ce fut ma dernière chance d'être comme un garçon, avoua-t-il par la suite. Il avait 55 ans. Le 6 janvier 1919, à son domicile à New York, Theodore Roosevelt mourut pendant son sommeil. Alors le vice-président, Marshall dit « La mort fut obligée de le prendre pendant qu'il dormait, car si Roosevelt avait été éveillé, il y aurait eu une bagarre. » Quand on l'enleva de son lit, on trouva un livre sous son oreiller. Jusqu'à la fin, TR s'efforça d'apprendre et de s'améliorer. Il était toujours en train de mettre en pratique la loi du processus. Si vous voulez être un leader, la bonne nouvelle est que vous pouvez y arriver. Tout le monde en a le potentiel, mais cela ne se réalise pas du jour au lendemain. Cela exige de la persévérance, et vous ne pouvez en aucun cas ignorer la loi du processus. Le leadership ne se développe pas en un jour. Il demande toute une vie. Mettre en pratique la loi du processus dans votre vie. 1. Quel est votre plan de croissance personnelle? Si vous êtes comme je l'étais au moment où Kurt Kampmer m'a posé cette même question, vous possédez la volonté de vous développer, mais n'avez jusqu'à maintenant élaboré aucun plan d'action spécifique. Élaborez votre plan et consignez-le par écrit. Afin de vous aider dans cette démarche,
Je vous suggère également de lire un livre par mois, d'écouter au minimum un CD audio ou message diffusé en continu sur Internet par semaine et de participer annuellement à au moins une conférence. De plus, sélectionnez vos outils de croissance à l'avance, bloquez du temps à votre agenda et lancez-vous dans ce projet sans tarder. Si l'élaboration de votre plan vous semble ardue, je vous suggère de consulter mon livre Today Matters, dans lequel vous retrouverez le plan de croissance que j'ai moi-même utilisé pendant de nombreuses années. 2. Ce qui distingue les bons leaders des grands leaders est essentiellement la manière dont ils investissent en faveur des personnes qui les suivent. Tout comme vous, les gens sous votre autorité ont besoin d'un plan défini qui favorise leur croissance personnelle. N'hésitez pas à utiliser tous les outils disponibles afin de contribuer à leur développement. Par exemple, vous pouvez leur suggérer des lectures, planifier des rencontres de groupe avec des formateurs ou encore encourager l'accompagnement individuel avec un mentor. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez créer des situations qui vous permettront de maximiser vos responsabilités de leader. 3. Que vous soyez chef d'entreprise ou à la tête d'une organisation ou un département, il vous est possible de créer